Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 26 février. Installez-vous confortablement, nous allons débuter ce journal avec le sommaire. Le rôle du père a-t-il évolué ces dernières années? La figure patriarcale parfois sévère que l'on imaginait il y a plusieurs décennies a-t-elle été remplacée par le visage d'un papa poule? Pour répondre à ces questions, nous recevrons Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS. La Principauté vient d'être classée deuxième meilleure destination d'Europe par un site spécialisé. Quelle est la recette de ce succès? Bien, vous aurez la réponse dans un long reportage. Ce sont les vacances scolaires, mais pas pour tout le monde. De jeunes rugbymen sont en stage au Devins en vue d'une prochaine sélection pour le tournoi de Sainte-Dévote qui se déroulera au mois d'avril. La présentation du parking des Salines à l'entrée de Monaco, un parking qui devrait permettre de fluidifier le trafic en Principauté. Et enfin, votre rubrique Ceux qui font Monaco va nous emmener sur le Rocher avec la boutique de prêt-à-porter et d'accessoires Podling. Les lois autour des congés parentaux ne cessent d'évoluer. La dernière en date, votée à l'unanimité au Conseil national la semaine dernière, concernant un congé de maternité en faveur des travailleuses indépendantes, sans oublier l'allongement du congé paternité, passant désormais à 21 jours à Monaco. Cette loi va d'ailleurs dans le sens de l'apparition de ce que l'on peut appeler les nouveaux pères depuis plusieurs années, avec des hommes qui sont davantage présents pour leurs enfants. Alors, comment la paternité a-t-elle évolué ces dernières décennies? Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS, a étudié le phénomène pour comprendre ses origines et ses effets sur la société. Nous sommes avec elle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente sur Monaco Info pour nous parler du rôle de père dans l'éducation des enfants. Un rôle longtemps ignoré, marginalisé, voire raillé. Pourquoi? Oui, en fait, le père, c'était plutôt le représentant de la loi à l'intérieur de la famille. C'était plutôt un personnage extérieur à la famille. En fait, il intervenait très peu auprès de l'enfant, directement auprès de l'enfant. Donc, il symbolisait plutôt la loi, l'interdit, et il y avait cette idée que le père n'était pas celui qui allait donner de l'affection, de l'émotion. Euh, c'était un personnage qui était un petit peu étranger à cette sphère familiale de l'intimité qui était réservée aux femmes. Et donc, longtemps, on a présenté l'homme comme un personnage incompétent auprès du tout petit, qui n'avait pas sa place au moment de la naissance. Et on sent bien à quel point, aujourd'hui, c'est important d'aller vers ce que moi j'appelle la paternité relationnelle impliquée, qui est très différente de la paternité institutionnelle. Vous avez d'ailleurs fait partie dans les années 2000 des défenseurs du premier congé paternité en France. 25 ans plus tard, où en sont les mentalités autour de cette parité parentale? Eh ben, on sent bien à quel point il y a des attentes de la part des jeunes générations pour concilier le moins mal possible le travail et la famille quand ils deviennent parents. Et on sent bien à quel point il y a une demande de la part des hommes d'être plus présents et plus reconnus dans leur place active, positive au sein de la famille. En même temps, la société ne favorise pas cette implication parce que les entreprises ont du mal à considérer que le travailleur est aussi un père. Et donc, on sent bien que c'est très important d'aller vers l'allongement du congé de paternité, la reconnaissance de l'importance du rôle du père auprès du tout petit et tout au long de l'éducation de l'enfant, et dans le sens de la création d'un lien fait d'estime de soi et de respect d'autrui, et qui va permettre à l'enfant de construire sa personnalité. Et on sent bien que les hommes sont demandeurs à ce niveau-là. On parle beaucoup d'instinct maternel, mais l'instinct paternel est lui aussi bien présent. Et c'est intéressant de rappeler que l'on soit une femme ou un homme, eh bien, lorsque l'on tient son nouveau-né dans les bras, on sécrète de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui donne envie aux parents de prendre soin de leurs enfants. Une impulsion innée et inconsciente. Ça vient balayer comme ça l'idée que la femme serait plus amène à répondre aux besoins des enfants. Exactement. Et ça, toutes les expériences neurobiologiques vont dans ce sens-là, à savoir que bah, il y a des transformations hormonales qui se font du côté de l'homme pendant la grossesse et pendant l'accouchement, et tout ça va dans le bon sens, dans le sens où, eh bien, on s'aperçoit à quel point
c'est important de laisser le père s'approcher du tout petit, là où avant, on avait le sentiment que s'il le prenait dans les bras, il allait le faire tomber, tellement la conception de la virilité était éloignée de cette proximité avec le tout petit, avec le vivant, avec la vie. Je fais référence à votre livre intitulé Instinct paternel. Les exemples d'instinct paternel dans la nature ne manquent pas et viennent infirmer la représentation biologique qui voudrait que femelles et mâles remplissent nécessairement des fonctions très différenciées auprès de leurs enfants. Même la nature nous prouve que les deux parents ont leur rôle à jouer. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment passionnant de voir dans la nature à quel point, bah oui, par exemple, les pingouins empereurs, là, bah oui, ils vont couver les œufs, ils vont, bah, pendant que la femelle va aller chercher le poisson, hein, va aller pêcher. Et donc, on sent bien que là, c'est pas quelque chose de négatif pour l'homme, pour le masculin, pour la virilité, de s'occuper d'un tout petit. Non, ça fait partie de cette mise en place et de cet entretien de la vie. Et c'est ça qui est fabuleux. Et je suis heureuse qu'on puisse aller dans ce sens-là aujourd'hui, mais il faudrait aménager plus les institutions, les lois, pour favoriser encore plus cette implication du père auprès du tout petit, et dans cette capacité à créer le lien et à maintenir le lien, d'autant plus qu'il y a des séparations, et c'est le maintien du lien qui va permettre aussi à la paternité de se construire, bien sûr, de s'entretenir, d'entretenir le lien et en même temps de le maintenir. Et ça, c'est fondamental pour le développement de la personnalité de l'enfant. Merci Christine de nous avoir parlé du rôle des pères dans notre société. Merci beaucoup. La Principauté vient d'être classée deuxième meilleure destination d'Europe par le site spécialisé European Best Destination, résultat du vote de plus d'1 million de voyageurs de 172 pays différents. Quelle est la recette de ce succès pour notre État qui ne figurait pas dans le classement l'année dernière? Théo Schumer, Marie-Ève B, Jean-Alexandre Dordet vous apportent la réponse. Un pays à taille humaine qui reflète le mariage parfait entre glamour, culture et détente. Voilà comment le site European Best Destinations décrit la Principauté, qui trône à la deuxième place de son classement cette année, juste derrière Marbella en Espagne. Et attention, cette deuxième place, ce sont les voyageurs eux-mêmes qui l'ont voté. Ceux qui sont en ce moment de passage à Monaco savent très bien pourquoi. C'est une grande ville, j'aime bien, j'ai venu ici plusieurs fois. J'adore le luxe ici, c'est la grandeur de Monaco, c'est magnifique. I like the architecture, I like the buildings. The boys like the really expensive cars to really look at the other things that we see at home. And the weather is great, but it's mostly the way the city is built and the buildings. Moi je suis venu là principalement pour voir les voitures, je ne vais pas vous mentir. Et pour le moment j'ai été pas mal servi, donc oui je pense que Monaco peut être considéré comme une des meilleures destinations touristiques de l'Europe. Là on sort du musée de l'automobile, de la collection personnelle du Prince de Monaco qui est géniale, complètement abordable aussi. Et puis c'est génial pour un fan de voiture autant qu'un fan du paysage ou autre chose, c'est une super belle île, vraiment. Super, ouais. J'ai bien aimé, c'est vraiment cool. Outre son Grand Prix emblématique, les raisons d'apprécier Monaco sont nombreuses. Celles que le classement souligne en premier sont sa culture, sa réputation en matière de sécurité et la richesse de son histoire. Une histoire qui dure depuis plus de 700 ans, mais une identité qui reste toujours fidèle à elle-même. C'est un très beau prix. C'est un prix qui reconnaît l'excellence du travail des professionnels du tourisme en Principauté. Donc bien évidemment, nous sommes ravis de pouvoir le présenter aujourd'hui, European Best Destination Award. C'est la reconnaissance que Monaco est une destination qui se transforme, mais qui reste fidèle à son ADN. C'est la reconnaissance également d'un travail sur un tourisme responsable pour le développement. Donc nous voyons beaucoup de verdure autour de nous. C'est un point qui a été récompensé, c'est la qualité de vie en Principauté. Monaco arrive en tête sur les votes des couples de 25 à 45 ans. Donc c'est extrêmement positif, ça prouve que Monaco n'est pas ancré dans un imaginaire de la seconde moitié du XXe siècle. C'est ça qui a fait notre histoire avec la création de Monte-Carlo à la fin du XIXe siècle. Mais c'est le Monaco d'aujourd'hui, par les gens d'aujourd'hui, qui est plébiscité. Et c'est un excellent signe pour l'avenir.
Bien entendu, le site European Best Destinations n'a pas oublié de mentionner les adresses les plus incontournables de Monaco. Le Rocher, avec son musée océanographique foulé par 675 000 visiteurs par an, le fameux Palais Princier, la station balnéaire du Larvotto et sa plage ensoleillée été comme hiver, ou le casino de Monte-Carlo et sa place entre les hôtels et cafés de Paris. Mais la Société des Bains de Mer, propriétaire des lieux depuis 1863, ne manque pas de nouveaux projets pour compléter cette liste qui n'est jamais exhaustive. Après l'ouverture de la brasserie du Café de Paris en novembre 2023, je vous parlais de l'ouverture d'Amazonico le 4 avril prochain. Donc c'est un des restaurants internationaux qui marche le mieux, autour d'un endroit festif incroyable qu'on va ouvrir sur les toits, sur les terrasses donc, du Café de Paris. En juillet, un nouveau restaurant aussi à l'hôtel Hermitage. Nous n'avions pas de restaurant japonais, donc nous avons été chercher Yannick Aleno à Paris. Il vient avec son restaurant Abyss, qui a 2 étoiles donc, déjà à Paris dans la cuisine japonaise. Nous allons bientôt ouvrir le Beach. Le 5 avril, on rouvre le Beach avec le Mahona, qui est un restaurant festif dans un lieu incroyable qu'on a créé l'année dernière. Et nous rouvrons la Vigie. Ça m'a été très demandé. Le soir, il y aura de nouveau des dîners dans ce lieu mythique, le plus beau spot de la Côte d'Azur qui est la Vigie. On va rénover aussi nos hôtels, car après l'hôtel de Paris, il faut maintenant que l'hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay voient aussi leurs chambres et leurs halls rénovés pour rester au meilleur niveau des standards de leur catégorie. Donc vous voyez toujours beaucoup de projets, beaucoup d'innovations à la SBM. Quoi qu'il en soit, ce prix de 2e meilleure destination d'Europe confirme que Monaco n'a pas de quoi craindre l'avenir. À travers les âges, le pays de 2 km² a toujours de quoi émerveiller les 7 millions de touristes annuels et les locaux. Et ça n'a pas de prix. Direction le Devins, où les jeunes rugbymen monégasques en U12 profitent des vacances scolaires pour multiplier les entraînements en vue d'une grande échéance, le tournoi de Sainte-Dévote en avril prochain. Frédéric Elion et Hugo Comassa sont allés à leur rencontre. Reportage. Pas de repos pour les jeunes rugbymen monégasques pendant les vacances scolaires. Sous le regard du coach Ahmad Al-Masri, les U12 répètent leurs fondamentaux, 4 entraînements par semaine pour montrer ce dont ils sont capables et décrocher leur place pour l'échéance phare de la saison. Durant ces 2 semaines, on va faire une revue d'effectifs, voir un petit peu l'état de forme et le niveau de chacun en vue de la sélection pour le tournoi Sainte-Dévote. Combien tu vas avoir de jeunes justement qui participent à cette sélection-là et combien feront le cut et seront dans l'équipe? On va toucher entre 20 et 24 enfants durant ces 2 semaines et l'objectif c'est d'en sélectionner 12, donc les places sont chères et ils sont très motivés. Le tournoi Sainte-Dévote, c'est la plus grande compétition de rugby à 7 au monde pour les U12. 24 équipes ont déjà validé leur présence pour l'édition 2024. Des jeunes venant d'Afrique du Sud, d'Angleterre, d'Inde ou d'Équateur. Changement de format cette année avec 2 jours de compétition les 19 et 20 avril. On se prépare encore avec une belle équipe et essayer de gratter une finale. Est-ce que tu l'as déjà fait ce tournoi? Je n'ai jamais fait ce tournoi, Ethan oui. C'est un très beau tournoi, il y a une ambiance qu'on ne peut pas oublier. C'est le meilleur dans tout ça, c'est jouer avec ses coéquipiers. On espère arriver en finale, même gagner le tournoi. Parce que quand même c'est Sainte-Dévote, donc c'est nous, c'est à domicile. Et juste avant le tournoi Sainte-Dévote, où les U12 seront en action, les plus grands, les Monaco Impies, tenteront eux de défendre leur titre en Écosse à l'occasion du mythique Melrose Sevens du 11 au 13 avril. Et toujours dans le domaine sportif, Davide Liutenbrein rentre dans la cour des grands. Le patineur artistique représentant la principauté vient de se qualifier pour la première fois pour les championnats du monde. Une qualification ce week-end lors du Merano Ice Trophy en Italie. Il avait besoin de 64 points et il en a obtenu plus de 67. Davide Liutenbrein participera donc au championnat du monde de patinage artistique de Montréal du 17 au 24 mars, dans à peine quelques jours. Une très bonne nouvelle pour la Fédération monégasque de patinage. Nous suivrons ces résultats sur Monaco Info. Ce devrait être une solution pour fluidifier le trafic en principauté, autrement dit l'amélioration de la mobilité. Le parking des Salines, dont la livraison est prévue avant l'été prochain. Situé à l'entrée de la ville, il présente de nombreux avantages. Le reportage de Vanessa Dessy et Alex Avial. 1820 places seront bientôt disponibles à l'entrée ouest de Monaco. Le parking des Salines est aujourd'hui présenté comme une véritable solution de mobilité en principauté.
C'est un chantier qui a été confié à l'opérateur FPMC par le gouvernement princier. C'est un chantier très particulier parce qu'il fonctionne comme un iceberg. On voit la partie émergente derrière moi, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 45 mètres en fait, de parking, 15 niveaux de sous-sol, et on a 300 000 mètres cubes qui ont été excavés. Vous imaginez les va-et-vient de camions, les pelles, etc. Donc c'est un chantier qu'on ne voyait pas de l'extérieur et qu'on va donner aux usagers très prochainement. Les salariés pendulaires ou bien les visiteurs extérieurs auront plusieurs offres de mobilité possibles afin de se rendre sur leur lieu de travail ou dans le centre de la principauté. L'offre standard 300 heures va se situer à 51 € par mois. C'est à peu près 50% de réduction par rapport à l'offre standard travail. Elle permet aussi de disposer d'un abonnement bus qui sera délivré avec l'abonnement parking, qui vous permettra d'avoir accès à des navettes rapides que la compagnie des autobus de Monaco va mettre en place, qui desserviront les quartiers de la Condamine avec un terminus à la place d'Armes et le quartier de Monte-Carlo avec un terminus à l'Office du tourisme, avec un maximum de 2 arrêts pour chaque navette. Côté piéton, les Galeries des Salines permettra, avec le prolongement sur la passerelle Wittenberg, d'arriver sur Fontvieille en à peu près 10 minutes. Le parking des Salines devrait être livré courant du mois de mai. Si vous pensiez que sur le Rocher il n'y a que des magasins de souvenirs, vous avez tort. Aujourd'hui, Christine Tomel vous fait découvrir une petite boutique qui a tout d'une grande, une boutique qui plaira sans doute aux locaux, Christine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Monaco-Ville dans une ancienne petite boutique. Son nom, Podling, aujourd'hui devenu un véritable bazar chic. Vous allez le voir, nous pouvons y trouver d'authentiques petits bijoux. Cette boutique est arrivée occasionnellement. Après Covid, on a connu donc une période difficile et on s'est efforcé de trouver quelque chose nous ressemblant un peu plus parce que le tourisme était fortement impacté. Donc on a eu l'occasion de prendre cette boutique Podling qui a beaucoup de charme. On n'a pas de licence souvenir, donc on est dans la déco, accessoires de mode et des petits bijoux. Un melting pot. On peut retrouver par exemple une marque qui s'appelle Big Panda qui font du recyclage avec des barils d'huile, avec des objets style des autruches, des animaux, voilà. Bon, là pour l'instant vous venez en plein hiver, on attend encore la nouvelle collection des vêtements. On va travailler avec une marque de vêtements qui s'appelle Maison Blonde, qui est de hier, avec du coton bio. Dans les bijoux, on a des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, d'une société qui fait du commerce équitable, qui est une société française qui s'appelle Nozadoa. On s'efforce de travailler local et surtout européen, quoi. Vous faites également dans la qualité? La qualité, oui, c'est notre objectif prioritaire. On s'est efforcé de trouver des articles originaux et qui nous correspondaient également et qui séduisent les gens. On n'a que des retours positifs. Vous l'aurez donc compris, ici, mari et femme travaillent main dans la main pour trouver de véritables petits trésors. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Podling est ouvert tous les jours de 10h à 18h et 20h durant les beaux jours. Il a beaucoup plu ce lundi. Une amélioration est-elle prévue pour demain, Christina? Eh bien demain, Fabien, pas d'amélioration côté temps, bien au contraire, au programme des averses et du vent. Les températures ne dépasseront pas les 13 degrés. Seul avantage, ça fait du bien à notre planète et il neige en montagne. Et puis surtout, demain, n'oubliez pas sinon de souhaiter une bonne fête aux Honorines. Merci Christina. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils seront sur la pelouse, les jeunes rugbymen en stage de sélection en vue du tournoi de Sainte-Dévote que vous avez vu dans un reportage précédemment. Eh bien, ce sont les photos du jour de Stéphane Dana. Sachez que vous pouvez écouter 2 nouveaux podcasts Made in Monaco Info avec 2 invités que sont la directrice du Monaco Yacht Show, Gaëlle Talarida, et le conseiller national, Franck Lobonneau. On se retrouve avec plaisir demain, 19h, pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.